C'était le week-end test pour la SNCF. Le chassé-croisé de samedi et dimanche a mis le groupe public à l'épreuve, affluence hors norme, chaleur, Covid. Alors même que l'entreprise réclame 100 milliards d'aides à l'État pour moderniser un réseau vieillissant, la SNCF est-elle encore au niveau? Alors on vous pose une question ce matin. Êtes-vous favorable à cette demande de 100 milliards de la SNCF à l'État? Continuez de réagir sur notre compte Twitter Sud Radio et nos réseaux sociaux et au 0826 300 300. On va faire un petit point d'ailleurs sur cette question. Pour l'instant, vous nous dites non, vous n'y êtes pas favorable. En l'occurrence, 52%, vous êtes favorable à 39%. Vous continuez bien sûr de voter et de réagir. On lira vos commentaires d'ici 9h30, bien sûr, sur ce débat. En tout cas, pour nos invités sur ce débat, nous recevons Didier Matisse, secrétaire général du syndicat UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF et de la branche ferroviaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs, on va commencer avec vous. Didier Matisse, secrétaire général du syndicat UNSA Ferroviaire. C'était un week-end de chassé-croisé attendu qui inquiétait aussi beaucoup, plus d'1 million de voyageurs sur les rails. Quel bilan vous tirez de ce week-end tout d'abord pour commencer ? Bonjour. Disons que ça se prépare longtemps à l'avance. L'organisation est faite plusieurs semaines en amont. Et donc nous attendions plus d'1 million de voyageurs et globalement l'ensemble du chassé-croisé s'est bien passé avec la mise en place de 650 TGV sur à peu près 800 trains, et il ne faut pas oublier non plus les trains du quotidien parce que certaines personnes continuent de travailler même le week-end et nous faisons circuler 15 000 trains quotidiennement. Ce qui est important de signaler, Didier Matisse, qu'on vous comprenne bien, c'est-à-dire que ce week-end, l'ensemble des TGV étaient réquisitionnés, présents en tout cas en fonctionnement pour assurer ces déplacements. C'est exactement cela, et on avait en plus dans les gares 1500 gilets rouges qui étaient là pour aider et guider les voyageurs. Bruno Gazo, président de la FNOT, bonjour et merci d'être avec nous pour en débattre aussi ce matin sur Sud Radio de cette question entre le week-end de chassé-croisé. Effectivement, bienvenue. On en parlait à l'instant avec Didier Matisse, et puis on parlera aussi de cette question de la SNCF qui réclame aussi cette enveloppe de 100 milliards d'euros pour développer le rail. Justement, déjà un mot aussi sur ce week-end, les retours que vous avez eus, ça s'est bien passé, moins bien passé, comment vous avez jugé justement ce week-end qui était très attendu dans les gares concrètement? Écoutez, moi j'ai eu des retours positifs des gens, j'ai pas eu d'alerte particulière. J'ai entendu que pour des circonstances extérieures, tel un incendie sur une au sud de Valence. il y a eu quelques difficultés, donc il y a eu quelques retards ici et là, mais sur un week-end de chassé-croisé aussi important, la SNCF a bien assumé, et les quelques retards qu'il y a eu sont toujours moins importants que ceux qui ont constaté sur les routes. Didier Matisse, en termes d'organisation, faut le comprendre, c'est une organisation, et vous l'avez dit, qui soit millimètre, qui est très importante, il faut prévoir à l'avance. C'est pas évident aussi avec peut-être avec le Covid, qui alors on a passé le pic de la dernière vague, mais peut-être qu'il faut s'adapter aussi. Ça a été nécessaire, là encore, pour ce week-end, de jongler un petit peu avec les effectifs? Effectivement, on n'en parle plus trop, mais la Covid est toujours présente, et nous avons au quotidien plusieurs centaines de personnes qui sont contaminées et donc ne peuvent travailler pendant 7 jours. Et il faut donc pallier ces absences, et c'est également prévu dans la logistique en amont d'avoir du personnel en réserve en cas où justement certaines personnes seraient malheureusement positives à la Covid-19. C'est-à-dire, Didier Matisse, qu'on a du personnel en réserve, donc du personnel disponible éventuellement pour remplacer au pied levé, à l'endroit, au moment où il faut? Exactement, nous avons du personnel qui est en réserve justement pour pallier, parce qu'il y a la Covid-19, mais il peut y avoir aussi des accidents de la vie domestique. Il y a plusieurs raisons peuvent faire que certains agents ne peuvent pas prendre leur service à l'instant T, et généralement ils préviennent suffisamment en amont pour qu'on puisse justement les remplacer et ainsi assurer les trains qui étaient prévus. Bruno Gazo, il y a une thématique, une question qui revient souvent, et notamment encore plus cet été, notamment même déjà le printemps, la question des prix, des tarifs, où certains voyageurs s'inquiètent de la hausse des prix. En tout cas, ils considèrent qu'ils constatent une hausse des prix. Quelle est la réalité à ce niveau-là? Je poserai la question aussi dans un instant à Didier Matisse, mais tout d'abord vous, Bruno Gazo, président de la FNOT.
Écoutez, moi, nous ne sommes pas équipés à la FNOT pour suivre intégralement la totalité des tarifs de la SNCF ligne par ligne, et mois par mois, ou semaine par semaine, ou même jour par jour, puisque les prix évoluent avec le taux de remplissage des trains et avec la date à laquelle vous prenez votre billet. Mais je ne crois pas que nominalement les prix n'ont pas augmenté par le passé, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas augmenter demain. Simplement l'accumulation et l'augmentation de la fréquentation et l'augmentation très importante des réservations, mécaniquement, on fait que le yield a augmenté les tarifs, puisque les trains se sont remplis complètement et plus tôt. Donc fatalement, ce phénomène-là a joué et a généré une hausse des tarifs pour les usagers. Je le regrette parce que pour les usagers, c'est compte tenu du pouvoir d'achat qui est limité, c'est un problème. Mais je ne vois pas d'autre solution que de demander au ministre de permettre à la SNCF d'avoir plus de voitures et de matériel et plus de personnel pour augmenter les cadences, pour lutter justement contre cette inflation des prix. Justement, Didier Mathis, influence du coup de la hausse des réservations qui joue beaucoup sur cette grille tarifaire, sur le prix des billets. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, parce que je crois savoir que clairement on est sur des chiffres records pour ce week-end là en termes de réservation et de fréquentation dans les gares. Oui, nous avons eu un week-end record et on a eu une augmentation de plus de 10% des réservations par rapport à 2019, donc l'année avant la Covid-19. Pour autant, le matériel n'est pas extensible à souhait, donc sur certaines destinations, les trains ont été rapidement complets et les rares places qui restaient forcément étaient plus chères que les premières places qui ont été réservées par les clients qui ont pu très en amont prévoir leur voyage. Mais le yield management à la SNCF est très faible si on compare par rapport à l'hôtellerie ou l'aviation. Si on regarde le soir de la finale de la Champions League à Paris, les chambres d'hôtel ont été multipliées par 15 ou 20. Vous ne trouvez pas cet écart aussi conséquent sur les billets de train où la différence est de l'ordre de 30% grand maximum pour celles et ceux qui prendraient en dernière minute sur des trains complets. Venons-en à notre question du jour sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Twitter, et puis avec les auditeurs qui nous appellent aussi au 0826 300 300. On leur donnera la parole dans un instant. Nos auditeurs qui, sur cette question de la SNCF, qui réclament, on le précise, 100 milliards d'euros à l'État pour doubler la part du rail dans les transports en 15 ans. Nos auditeurs qui sont assez sceptiques, qui répondent non à 52%, oui seulement à 39%. Didier Mathis, sur cette enveloppe de 100 milliards d'euros, elle est nécessaire ? Déjà, ce n'est pas 100 milliards pour la SNCF, ça c'est important à le souligner, c'est 100 milliards pour le réseau ferré dans sa globalité. Avec l'ouverture à la concurrence, il n'y a pas que des trains SNCF qui circulent au quotidien sur notre réseau. Train italien notamment, oui. Voilà, puis il y a l'ouverture à la concurrence dans le TER qui va très rapidement se voir dans certaines régions qui sont en avance sur cette ouverture. Et ces 100 milliards-là sont nécessaires pour le renouvellement des voies ferrées, les postes d'aiguillage, certains datent de 1937, donc je pense que ce n'est pas luxe de les modifier et de les remplacer par des postes d'aiguillage modernes. On a les câbles d'alimentation qui pour la plupart sont d'origine, donc ils ont plus de 80 ans, et dans les chassés croisés, quand vous avez énormément d'influence, si vous avez un réseau ferré qui est moderne et entretenu, vous avez moins de risques d'avoir des perturbations dues à des problèmes électriques sur l'ensemble du réseau. Donc il faut bien le souligner que c'est pour le réseau ferré et donc pour l'ensemble des futures compagnies ferroviaires que cet investissement est nécessaire. Didier Mathis, d'ailleurs, sur cette question-là, en tout cas sur l'ouverture à la concurrence, ça veut dire que pour bien comprendre, ça veut dire qu'au final, ça pourrait profiter, finalement, c'est de l'argent public qui pourrait profiter à des entreprises privées, quoi. Des entreprises privées et surtout aux voyageurs, clients et usagers du ferroviaire. Bien sûr. Parce que au niveau des trains du quotidien, c'est là où on a pris le plus de retard. Et si on compare l'investissement par Français pour l'entretien et la modernisation du réseau ferré national de chaque pays, nous sommes bons derniers par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et même l'Angleterre qui a été très décriée il y a plusieurs
décennies. Aujourd'hui, le réseau ferré anglais est en meilleur état que le réseau ferré français. Bruno Gazo, président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, vous partagez ce constat d'un réseau finalement extrêmement vieillissant et qui nécessite des moyens très importants? Complètement. Je veux dire, les pays étrangers, comme le dit M. Mathis, dépensent 3 fois plus que la France pour l'entretien de leur réseau et pour son développement. Donc le faire, nous, c'est absolument indispensable. Il faut à la fois moderniser, sécuriser et régénérer le réseau, on l'a dit. Le contrat de performance qui a été signé, qui est à hauteur de 2,8 milliards, est totalement insuffisant. Tout le monde dit qu'il faut 1 milliard de plus par an pendant 10 ans, donc ça fait déjà une dizaine de milliards. Ensuite, il y a les étoiles ferroviaires. Si on veut desservir les premières couronnes et réduire la dépendance des banlieusards et des gilets jaunes, il faut impérativement réaliser ces étoiles ferroviaires sur les métropoles. Il faut impérativement développer les intercités de jour à travers la France pour desservir les villes moyennes. Et puis, il faut desserrer les étreintes en créant des sillons là où il y en a besoin. Il y a au niveau de l'étoile ferroviaire de Lyon, pour sortir de Toulouse, sortir de Bordeaux, on ne peut faire ça qu'en créant des voies, parce qu'il n'y a pas assez de voies pour faire circuler les trains de fret, les trains de voyageurs, etc. Donc, c'est indispensable. Et c'est la seule réponse possible au regard du changement climatique. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Ils vont devoir prendre moins leur voiture. Il faut qu'ils soient moins dépendants. Et donc, il faut qu'ils aient plus recours à des transports publics. Et pour ça, pouvoir se rabattre sur des gares et avoir des cadencements, c'est-à-dire de la fréquence et de la fiabilité sur le réseau. C'est indispensable. Vous parliez justement, Bruno Gazo, des conditions climatiques. Didier Mathis, elle joue à fond et de plus en plus avec justement ces phases d'hiver avec des froids intenses. Et puis les canicules l'été, ça joue aussi encore plus sur le matériel qui plus est vieillissant. Oui, donc au niveau de l'investissement sur ces 100 milliards, il y a aussi la priorité, ce sont les intercités qui sont du matériel qui ont plus de 50 ans. Et à l'instar des véhicules automobiles, si vous avez des trains qui sont très anciens, donc au niveau des risques de panne, c'est amplifié avec l'ancienneté. Et notamment en été, les climatisations sont très sollicitées. Et dans ces trains-là, comme les intercités, le risque est grand, comme vous l'avez aussi dans certains TGV qui datent des années 90. Donc plus le matériel est ancien, plus le risque de panne est grand. Forcément. Didier Mathis, secrétaire général du syndicat UNSA Ferroviaire. Vous restez avec nous également. Bruno Gazo, président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Vous restez avec nous. On poursuit le débat dans un instant avec nos auditeurs, forcément au 0826 300 300. On rappelle la question du jour, Marie. La SNCF réclame 100 milliards d'euros à l'État pour doubler la part du rail dans les transports en 15 ans. Y êtes-vous favorable? On continue d'attendre vos réactions 0826 300 300 et sur nos réseaux sociaux et Twitter. À tout de suite dans un instant. 9h19 sur Sud Radio. Bonne matinée. Parlons vrai sur Sud Radio et on continue le débat autour de la question du jour qu'on vous pose. La SNCF réclame 100 milliards d'euros à l'État pour doubler la part du rail dans les transports en 15 ans. Y êtes-vous favorable? Et pour le moment, Benjamin, le résultat? C'est toujours non sur Twitter. Vous dites non à 52%. Non, donc légère majorité pour les non, 39% pour les oui, 9% pour les sans-avis. On a cet auditeur assez mesuré qui a écrit sur Twitter à condition que ces milliards soient bien affectés à ce projet. On sent que c'est important aussi d'en parler de cette question-là. En tout cas, on en débat tout de suite. On continue le débat jusqu'à 9h30 avec nos invités. Didier Mathis, secrétaire général du syndicat UNSA Ferroviaire, et puis Bruno Gazo, président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Mais d'abord, un auditeur qui nous appelle au standard 0826 300 300. Oui, on a la réaction de Gérald d'Auxerre qui voulait justement réagir sur ce sujet. Et vous, Gérald, bonjour, vous êtes favorable à ces 100 milliards d'euros? Bonjour Gérald. Oui. Bonjour Sud Radio, j'espère que vous allez bien. Et Très vous, bien, et vous? Très bien, et vous? Bon, vous allez mieux que le ferroviaire, donc j'espère. On est sur les rails, non? On est sur les rails, voilà. Comme vous, Gérald. Depuis 6h50. Tout à fait. Moi, ça fait aussi. Moi, c'est depuis 5 heures, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, moi, je suis favorable dans le sens où la somme me paraît colossale. 100 milliards d'euros à investir. Je pense que la problématique, c'est que l'entretien, justement, du réseau ferroviaire en France a été laissé à l'abandon depuis une trentaine d'années. Il y a des frais monstrueux à faire. Alors, revoir effectivement, doubler le réseau ferroviaire sur 15 ans, pourquoi pas? À mon avis, ça ne se fera pas, puisqu'il faut quand même des moyens qui sont importants pour le pays. Mais vous savez à quoi ça me fait penser, le réseau ferroviaire? À nos centrales nucléaires, qui ne sont pas entretenues. Il faut le reconnaître, et c'est un peu comme ça, le réseau ferroviaire. On a des gros problèmes de maintenance cet été, effectivement, sur le nucléaire. Absolument, et le problème à un moment donné, à une époque, c'était on basait tout sur le TGV. Donc on laissait tomber tout le réseau ferroviaire d'un côté, et puis on disait on investit sur le TGV. Sauf que le TGV,
c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas miraculeux, puisque c'est de ville à ville, de très très grosses villes, mais tout le système, je dirais, parallèle derrière, ou autour, pardon, était laissé, on va dire, un petit peu de côté, même beaucoup. Donc là, on a un système ferroviaire qui est quand même plus que, je dirais, vieux, qui est peut-être parfois même dangereux, parce que, comme vous parliez, je crois que c'était entre le froid intense, les chaleurs, tout ça, ça dégrade le matériel, et on risque un jour ou l'autre d'avoir un gros problème. Mais je pense que moi, je suis pour l'investissement. 100 milliards, ça me paraît tellement gros que je n'y crois pas. C'est difficile à imaginer comme chiffre, effectivement. On dirait les chiffres du loto. Ça parle pas beaucoup forcément comme ça de prime abord, mais effectivement, en tout cas, on aura compris votre point de vue. Merci beaucoup. Merci Gérald. Gérald, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et puis, bonne journée. On va faire réagir tout d'abord Bruno Gazeau, le président de la FNOT, à ce que disait à l'instant notre auditeur Sud Radio, Gérald, qui disait donc favorable aux 100 milliards, qui parlait aussi du fait, voilà, le tout TGV, bien sûr, sur ces dernières années, dernières décennies. On a oublié un petit peu les petites lignes. Et on l'a vu notamment avec le gouvernement qui veut remettre un peu le paquet notamment sur les lignes, les trains de nuit, après les avoir arrêtés. Est-ce qu'on perd pas un petit peu d'argent aussi par manque de cohérence, tout simplement, quoi? On a fait des grosses erreurs. On fait du va-et-vient. On a abandonné la desserte des villes moyennes. On dessert très mal les interrégions. Si vous voulez aller du Grand Est vers le Midi, c'est plus possible. Il n'y a plus de train. Il faut passer par Paris. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est pareil. Si vous voulez aller de Bordeaux à Lyon, il faut rétablir des trains. Ce qui permet de desservir toutes les villes moyennes, quand même. Alors après, on nous dit les investissements sont énormes. Il faut voir 100 milliards sur 15 ans, ça fait 7 milliards par an. 7 milliards par Actuellement, an. on est à 3 milliards, je crois, par an, c'est ça? Voilà, c'est doubler la somme. Donc c'est pas si colossal que ça, sachant que simplement la détaxe et l'aide à l'essence aujourd'hui sur les 3 derniers mois, ça va coûter déjà 3 milliards, c'est-à-dire ce qu'on met sur le ferroviaire. Donc il faut quand même avoir un ordre une échelle des prix qui soit cohérente. Moi je dis, bien sûr qu'il faut aider ceux qui en ont besoin en voiture, mais il faut toujours lutter contre la dépendance automobile et il faut impérativement associer des mesures de moyen terme qui résolvent le problème aux mesures de court terme qui sont de l'aide sociale. Donc il faut aider le pouvoir d'achat tout de suite, mais il faut en même temps penser à investir pour demain ne plus être dépendant de ces énergies fossiles. Didier Mathis, avec cette enveloppe de 100 milliards d'aides pour la SNCF, est-ce qu'on peut imaginer très concrètement, réellement, que pour notamment, on pense nos amis gilets jaunes, à ceux qui ont besoin impérativement de la voiture, que ça puisse finalement, le train puisse devenir une vraie alternative, enfin, quoi, ou de nouveau sur les déplacements? Bien sûr, c'est le but affiché, mais je voudrais quand même rappeler que dans votre titre, c'est un petit peu mensonger. Le titre, c'est pas la SNCF qui va bénéficier des 100 milliards, mais toute la filière ferroviaire. Parce que dans les 100 milliards, quand vous faites un investissement, un renouvellement de voies ferrées, 95% du budget part dans les grandes entreprises privées qui font le renouvellement des voies. Et donc c'est les fabrications et constructions de nouveaux trains bénéficient Alstom et d'autres groupes industriels. Donc les 100 milliards, c'est pas 100 milliards pour la SNCF, mais 100 milliards pour la branche ferroviaire qui inclut... C'est l'occasion de préciser, c'est pas pour les cheminots qu'on va donner 100 milliards. Voilà, c'est pour ça. Préciser. Oui, vous avez raison, bien sûr. Et dans votre titre, quand vous dites 100 milliards pour la SNCF, donc c'est faux. Et les gens disent effectivement 100 milliards, ça paraît monstrueux pour la SNCF. Et ce n'est pas pour la SNCF, mais pour l'ensemble du... que ce soit les entreprises qui y contribuent. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans ce milieu-là, et ce n'est pas non plus pour doubler le réseau, mais pour doubler le trafic, ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr, oui, vous avez raison, Didier Mathis, de le préciser, mais je vais insister, Bruno Gazeau, président de la FNOT, je le rappelle, mais encore une fois, on a l'exemple un petit peu aussi de ce qui s'est passé avec les autoroutes, où l'État a mis beaucoup d'argent pour, d'une certaine façon, moderniser le réseau autoroutier, et qui en a bénéficié, ce sont les sociétés autoroutières derrière. Est-ce que on risque pas aussi, avec cette enveloppe pour moderniser le réseau ferré, de faire bénéficier tout simplement les compagnies privées qui vont justement, avec l'ouverture à la concurrence, se placer sur le marché?
Elles attendent peut-être que ça. Quand on modernise le réseau ferré, on parle des infrastructures, c'est-à-dire des voies, des caténaires, de tout ce qui génère des incidents. Et ça appartient à SNCF Réseau, qui est une société publique à 100% détenue par l'État et pour lequel la loi a prévu qu'elle ne soit pas privatisable. Donc les investissements qu'on fait dans le réseau sont toujours des investissements publics et qui resteront publics, contrairement aux autoroutes qui ont pu être privatisées un temps. C'est pas du tout le cas pour le réseau ferré. Après, l'ouverture à la concurrence fait que effectivement des entreprises privées peuvent venir sur le réseau. Alors si c'est comme Trenitalia sur Paris-Lyon, c'est assez risque et péril, hein, il n'y a pas d'engagement d'argent public. Si c'est comme Transdev en PACA sur le réseau PACA, c'est-à-dire sur la liaison Marseille-Nice par exemple, là il y a des aides, mais c'est la collectivité qui définit le cahier des charges. C'est elle qui dit combien je veux de train, avec quelle cadence, qui définit les prix, qui définit les tarifs, et les opérateurs ne sont que des exécutants d'un cahier des charges qui est défini par une collectivité. Donc c'est quand même une privatisation, c'est une mise en concurrence régulée, comme on dit, c'est-à-dire que c'est totalement contrôlé par la collectivité. Pour vous, Bruno Gazeau, elle est où la priorité justement concernant cette modernisation du réseau, la principale? Si vous voulez, la première priorité, c'est de répondre aux besoins. Et les premiers besoins, c'est d'abord les transports du quotidien. Ça, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Simplement, pour les transports du quotidien, on a besoin de plus de voies. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de disponibilité, en particulier dans les régions du Sud, ou sur Marseille-Nice, il n'y a pas assez de voies, ce qui génère des difficultés considérables de fiabilité et de ponctualité. C'est pareil entre Montpellier et Perpignan, il manque une voie. Donc sur tous les littoraux français, il manque des voies. Et tout l'accès aux métropoles, on manque de voies. C'est vrai pour Marseille, c'est vrai pour Bordeaux, c'est vrai pour Toulouse. Et là, il y a conflit d'intérêts entre le TER, le fret, les grandes lignes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de voies. Donc on ne peut pas assurer de la fiabilité et du cadencement quand on n'a pas suffisamment de voies. Didier Matisse, en termes de priorité, secrétaire général du syndicat UNSA Ferroviaire, vous partagez les priorités, en l'occurrence ici, de Bruno Gazeau? Oui, je partage complètement. Il y a donc les grandes villes qui nécessitent des travaux d'investissement déjà pour augmenter le nombre de voies dans certaines gares. Il y a également des villes comme Lyon où il faudrait créer des voies de contournement pour les trains fret ne puissent pas occuper les voies sur les gares et ainsi diminuer la capacité de réception des TER notamment. Et on a aussi l'ensemble du réseau. Le plancher moyen est âgé de 30 ans en France, il est de 17 ans en Allemagne. Donc on a un investissement sur le réseau structurant important à faire, mais également un investissement conséquent sur les petites lignes qui, depuis à peu près 5 décennies, ont été complètement oubliées. Et ce sont ces petites lignes-là qui feront revenir les Françaises et les Français dans nos gares et ainsi pouvoir laisser leurs véhicules dans les parkings et diminuer la pollution, ce qui est quand même un enjeu aujourd'hui des plus importants, l'environnement. Didier Matisse, d'ailleurs, pour rebondir sur vos propos, on a un auditeur Sud Radio là sur Twitter qui nous parle notamment de la question du fret, qui était trop longtemps négligée aussi par l'État. Clairement, là, c'est une question aussi importante qui se joue. Oui, complètement. Le fret a d'ailleurs tiré son épingle du jeu pendant la Covid-19 où il n'y avait que 6% des trains voyageurs qui circulaient et on a continué. On a perdu Didier Matisse. Oui, voilà, on vous a retrouvé. Oui, il y a des coupures. Oui, il y a des coupures. Vous êtes dans un tunnel, c'est pour ça. Mais on vous a retrouvé, Didier Matisse. Allez-y. Oui, donc je disais, il est vrai que le fret a tiré son épingle du jeu pendant la Covid-19 où elle a fait circuler 60% du trafic alors que 6% du trafic voyageur était conduit en 2020. Donc le fret est très important. Il a été abandonné avec une ouverture à la concurrence 2009 qui n'a pas été régulée et qui a entraîné la diminution du fret par 2 du trafic en 15 ans. Ouais, et ça, pour relancer le trafic fret et ainsi enlever des camions sur les routes.
Bien sûr, c'est un des enjeux aussi primordial forcément à ce sujet. Didier Mathis, secrétaire général du syndicat UNSA Ferrovia, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ce débat. Merci également à vous Bruno Gazeau, président de la FNOD, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Je vous souhaite une très belle journée à tous les deux. Merci à Gérald Dosser sur aussi Sud Radio. Exactement, Gérald, pour son point de vue, c'était important de l'avoir effectivement. En tout cas, on va clôturer les votes. Oui. Marilyn. Alors à la question, la SNCF réclame 100 milliards d'euros à l'État pour doubler la part du rail dans les transports en 15 ans. Y êtes-vous favorable? Résultat des votes, Benjamin? Non, à 52%. Ça s'est joué à pas grand-chose. En tout cas, merci à tous ceux qui ont voté, commenté sur nos réseaux sociaux. Et puis effectivement à Gérald qui nous a appelé au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus comme toujours.